Salut Quentin, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation Salut pour nous Eric. parler de salut pour nous parler de ton jeu animé Was a Mistake. Et avant de parler de ce formidable jeu, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, que tu nous présentes ton parcours rôliste, comment t'es venu au jeu de rôle, et ton amour pour les mangas, d'où tout cela te vient, afin qu'on te connaisse un peu plus. Alors moi je suis Quentin, bonjour. Euh, je suis rôliste depuis quasiment je dirais 15 ans, 20 ans, je sais plus en fait, mais par là à peu près. J'ai un parcours rôliste tout à fait standard. Comme beaucoup, j'ai commencé à jouer au Warhammer comme tout le monde. Puis après, j'ai voulu jouer à un jeu de rôle, un jeu dans lequel on incarnait son propre personnage. On créait son propre personnage et puis le vendeur il m'a doucement indiqué le bouquin de Warhammer V1 qui à l'époque voilà, était essentiel pour jouer et donc on a joué à ça pendant des mois et puis après on se fait dit ouais Warhammer c'est cool mais nous on est un peu comment dire on veut se mettre ça y est j'arrive plus à parler tu comprends hein. On veut se démarquer tu vois alors on va créer notre propre jeu de rôle tu vois. On va créer un jeu de rôle sur l'univers de Confrontation, le jeu de figurines. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait Confrontation qui arrivait à concurrencer Games Workshop en faisant un jeu pas cher. Voilà. Donc nous, on s'est dit, on va développer l'univers à partir des stats qu'on a, parce que Confrontation, donc Rackham, proposait pas grand-chose. Puis après, je me suis dit, tiens, ouais, non, les wargames, c'est cher, c'est chiant, c'est long. Je vais faire un jeu de rôle sur StarCraft, que j'adore StarCraft. En plus, il y a des profils, et puis je vais pouvoir faire des screenshots, et puis je vais pouvoir bricoler des feuilles de perso. Et puis de ça, ben, j'ai appris à faire de la mise en page. De ça, j'ai poussé un peu plus mon développement de jeu. Et puis bizarrement, dans StarCraft, il y a les ergs. Je Et du vois où tu veux en coup, venir. et oui, mais du coup, pratiquement 10 ans plus tard, ben, j'écris La Couvée, un jeu de rôle dans lequel on joue une bestiole de l'espace. Euh, Avant ça, j'ai sorti mon univers à campagne, enfin mon jeu à campagne qui s'appelle Vivere, donc un univers de space fantasy. Et puis après j'en arrive à animer Was a Mistake. Voilà. Grosso modo, mon parcours rôliste, évidemment, au milieu de tout ça, j'ai joué hein, à plein de trucs. Et j'en ai défini plus ou moins ma ligne directrice de rôliste, en fait, ma façon de jouer. C'est plus ou moins on se prend pas la tête avec les règles. Donc il y a des règles, parce que j'aime bien jouer avec des règles, parce que je viens du wargame. Mais faut pas pousser mémé dans les orties, parce qu'il y a quand même grosse partie des règles qui servent à rien. On va quand même essayer de jouer avec un minimum de règles, mais pas avec des usines à gaz, ni passer 3 plombes à créer un perso, parce qu'on est aussi là pour manger des pizzas, hein, que ça va refroidir. Voilà. Et du coup, Anime Was a Mistake, c'est un jeu qui va nous permettre de faire tout type de manga, animé, tout un tas de genres divers et variés. Du, Ouais, c'est le euh, but. et du On coup, essaye. comment tu vas réussir, enfin, comment tu essayes ou comment tu vas réussir, moi je pense que tu vas réussir. Comment tu mets ça en place en fait? Qu'est-ce que tu proposes pour justement essayer de balayer tous ces genres, que ce soit le shonen, le shoujo, la romance, le super-héroïque, Alors, le... en fait, le jeu, faut le voir comme un peu comme un GURPS, tu vois, c'est un jeu modulaire. C'est-à-dire que tu as une mécanique de base, un cœur, dans lequel on peut dire même un kokoro, parce que si on veut rester dans le japonais, on peut pousser les trucs jusque-là. Mais donc tu as un cœur de système qui est juste basé sur trois éléments, et sur ce cœur vont se greffer deux choses. Le premier, c'est ce qu'on appelle enfin, ouais, les gimmicks. Donc c'est une mécanique pour créer ou pas, parce qu'il y en a des prédéfinis ou non. C'est en fait des bonus que tu obtiens dans le jeu via des conditions narratives ou des conditions ludiques. Par exemple, c'est au moment où ton personnage perd un point de vie, tac, tu gagnes un bonus. Et il y a un tableau pour échelonner un peu la valeur de chaque élément, et donc obtenir un bonus qui sera plus conséquent si tu décides que les conditions pour l'obtenir sont plus conséquentes. Donc ça peut être fatal, puisque ça peut être genre un gimmick ultime qui t'inflige 4-5 5 pertes de points de vie, donc 5 blessures d'un coup,
et du coup tu envoies le pâté derrière, ou alors c'est juste des gimmicks un peu plus narratifs. Genre tu attends d'être en présence d'une foule, ou tu attends que ça soit la pleine lune, ou il faut absolument que ton action soit faite pour protéger un adversaire, ou pour protéger un adversaire, protéger un ami, ou protéger un adversaire, enfin ça peut arriver, hein. Il y a des tarés, hein. Euh, c'est possible, tu peux le faire. Mais voilà, tu définis tes conditions et tu obtiens le bonus conséquent. Donc c'est en fait l'idée, c'est de développer un bonus mécanique, de récompenser le joueur d'un point de vue règle par soit des interventions roleplay, genre crier le nom de son attaque, euh, mimer son truc, ou je sais pas moi, attendre la bonne situation, ou faire le roleplay du flashback en question. Enfin voilà, tu peux greffer un peu tout ce que tu veux narrativement dessus, et donc avoir un boost dans les règles euh, pour, pour que ce soit plus sympa au moment du lancer de dés, quoi, pour résoudre. C'est quand même plus sympa de lancer des dés pour résoudre les actions. Moi j'aime bien. Euh, et enfin, le deuxième truc, c'est ce que j'appelle le bento. Et le bento, c'est la boîte à outils qui contient plein de petits modules de règles, système de points de destin, système d'attrition, système d'XP qui varie un petit peu selon les ambiances. Et donc, c'est des petits modules de règles qui vont se greffer à différentes ambiances de jeu pour justement donner encore plus de sens à ce cœur de règles qu'on a au départ, et lui donner un peu plus de goût par rapport à l'univers que tu veux jouer. Voilà. Si tu veux des objets qui cassent, bah, tu peux prendre le bento avec les objets qui cassent. Si tu veux plus d'émotion, bah, tu peux rajouter le bento avec le système d'amitié, où il va falloir jouer sur la camaraderie et essayer de faire toutes les scènes un peu sympas de tiens, on va à la plage, ou tiens, si on allait au resto. Tu vois, ces petites scènes qui paraissent un peu anodines comme ça, mais qui sont essentielles. D'ailleurs, je donne un grand coup de cœur aux épisodes filler qu'on déteste tous dans Anime aux Mistake, parce que c'est essentiel dans un jeu de rôle comme ça de jouer ces scènes, ces épisodes qui servent à rien pour justement créer des trucs en partie, et notamment du lien entre les personnages et de l'histoire. Voilà, les fillers pour moi ça sert à ça. Du coup, tu parles de Bref. filler, ça veut dire que Anime Was a Mistake, c'est un jeu que tu vois plutôt pour de la campagne, même si moi j'ai testé en mini-campagne, ou alors ça marche aussi très bien en one-shot, mais ces histoires de filler pour pouvoir installer des choses pour plus tard, j'imagine que c'est quelque chose qui va mieux marcher en campagne. Comment est-ce que tu vois ton jeu? Plus campagne, one-shot, les deux? Comment tu préfères le faire jouer déjà? Alors moi je suis très expérimental en fait. Moi j'adore passer du coq à l'âne, j'arrive pas à rester ouais, cette expression, elle est violente. Mais passer du coq à l'âne pour un rien. Moi, j'aime bien changer de jeu, j'aime bien changer d'univers, j'aime bien changer de système. Et donc, du coup, quand je crée un jeu, j'aime bien proposer un jeu qui soit, comme on disait, multiforme, en fait, qui propose plein de possibilités avec le même système, sans jamais vraiment trop quitter la thématique. Tu vois, j'ai fait la couvée avec des univers différents, donc je joue un alien dans des univers différents. Avec l'animé aux Mistake, c'est pareil. Tu peux soit tout mélanger parce que tu t'en fous de la cohérence, soit tu joues des thématiques brutes, comme du Magical Girl, comme du Shonen Neketsu bien classique, parce que tu as un univers en tête et tu as envie de le faire jouer. Soit tu fais jouer du drama pur, soit voilà. Tu fais vraiment, tu choisis la sauce que tu veux et tu joues ton truc. Que ça parte en campagne ou que ça reste du one shot, c'est à toi de voir. On a fait, donc forcément, le shonen se prête plus à la campagne parce que c'est des trucs qui s'étirent, qui sont à rallonge, et le drama se tire plus sur du one shot, sur 2-3 épisodes. Naturellement, il y a des formes de parties et d'univers qui vont tirer sur certaines ambiances plus facilement. Mais toi, tu es libre de faire ce que tu veux. Tant que tes joueurs accrochent, tu es libre de faire ce que tu veux. Voilà. D'accord. Et du coup, je me rends compte que j'ai même pas parlé du cœur d'Anime Was a Vas-y. Mistake, on n'a pas expliqué comment ça marche. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la base, quoi? Comment est-ce qu'on crée un Ah, personnage? Comment est-ce qu'on résout une action? ouais. Alors, mais la base des règles, elle est simple. J'aime pas dire ça, mais je le dis quand même. C'est que tu as 3 éléments. Les scores qui servent de caractéristiques à ton personnage. Voilà, donc tu as un score de physique, un score d'intelligence, un score de perception et un score de sociabilité. Voilà. Ça sert pour définir les forces de ton personnage, et aussi ça servira pour les points de vie. Mais ça, on verra plus tard. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les atouts, qui sont
caractéristiques principales de ton personnage, son sabre, sa technique secrète, sa compétence, est-ce qu'il est bon à l'école, est-ce qu'il sait sauter par-dessus les immeubles, est-ce qu'il sait voler, est-ce qu'il envoie des boules de feu, est-ce qu'il se sert de son fusil à plasma, est-ce que tu veux. Ça peut être des implants cybernétiques, ça peut être des armes, ça peut être des familiers, ça peut être le mecha, ça peut être des atouts. Voilà, c'est une grande poche dans laquelle tu mets plein de trucs. Et après, les atouts, il y a les gimmicks, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en gros, la règle, c'est tu as un dé pour le score. Plus ta caractéristique est forte, plus tu as un dé avec des faces dessus. Donc, ça va de D4 à D12. Et les atouts, ils ont aussi leur dé. Donc, tu jettes un dé pour le score, un dé pour l'atout et un dé pour le gimmick. Et potentiellement, les gimmicks peuvent se cumuler. C'est-à-dire que tu peux avoir plein de gimmicks qui s'activent en même temps pour justement donner ce côté complètement fou. On a tout cumulé pour ce jet de dés, ça va être trop fort. Voilà. Je sais plus si les atouts se cumulent, ils se cumulent pas les atouts. Alors, les atouts, ça dépend du bento que tu joues. Par défaut, les atouts ne se cumulent pas. Pour éviter les persos overcheatés dès la création de perso. Mais si tu veux, tu peux. C'est-à-dire que ça fait partie des bento, qui s'appelle No Limit, qui dit si tu joues en shonen neketsu, allez, on y va. Ça se cumule et on envoie la sauce. Ouais, donc tu en fais gros, du tu One vas Punch Man, acheter... quoi. Ouais, voilà, tu fais du One Punch Man. On en parlera plus tard de ça aussi. Un peu particulier. Mais en gros, voilà, tu as un score, on va dire, pas moi, de force. Voilà, ta force à D6, ce qui est pas ouf. Tu as ton atout d'épée parce que tu as d'escrime, parce que tu es bon à l'épée. Donc tu as 2 D6 à lancer, parce que l'atout te donne D6, on va dire. Et puis tu as un gimmick de technique spéciale de je sais pas quoi, qui te coûte, pour 2 points de fatigue, te rajoute, c'est quoi? C'est un D8. Donc tu vas lancer 2 D6 et un D8. Boum, pour ton jet de dés. Mais tu prendras 2 points de fatigue à la fin de l'action. Et j'imagine que tu as un score à dépasser qui va dépendre de la difficulté que le ou la MJ te donne en face. Ouais, t'additionnes les dés et il faut faire gros. Voilà. C'est simple. Et, c'est simple, ouais. Et par contre, chaque fois que tu fais un multiple par rapport à la défense adverse, donc si tu fais le double, le triple, le quadruple, le quintuple, même plus, et c'est un critique. C'est-à-dire, admettons, tu fais un dégât sur un double, tu fais un dégât de plus. Sur un triple, tu fais 2 dégâts de plus. Tac, 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 tac. En gros, sur un double, tu fais 2 dégâts, sur un triple, tu fais 3 dégâts, etc. etc. Et puis ça peut aller en cumulant les gimmicks, les atouts et en ayant un peu de chance, il y a moyen de faire des grosses explosions d'immeubles. Ah oui, mais si l'ennemi se foire, on a déjà vu des cas où on faisait 12 blessures parce que le mec, il avait fait 1 en défense et en face, il en fait 12. Voilà. Et donc du coup, un personnage, il a combien de... Il prend combien... En général, combien on prend de blessures avant de mourir? Pour avoir un ordre d'idée de 12, à quel point c'est beaucoup? Par défaut, un héros, de base, à la création de personnage, il a 11 points de vie. D'accord. Voilà. Mais c'est un héros. Tu vois, on définit les héros. Tout ce qui est sous-fifre, sbire, petits machins insignifiants, les mobs de base, ils ont quoi? Ils ont 2 points de vie, 4 points de vie, quoi. C'est vraiment pour définir des niveaux de menace. Parce que ce qui fait aussi la dynamique un peu cliché du jeu, c'est qu'on n'a pas des profils d'ennemis. Tu vois, je ne veux pas lister tous les ennemis possibles dans tous les mangas. Pour le bestiaire, j'ai juste des classifications de personnages. Donc tu as les sbires, tu as les insignifiants, les sbires, les héros. Tu en as un intermédiaire, j'ai oublié son nom. Tu as les boss, tu as les boss finaux, et puis tu as les arc-boss. Voilà, si tu veux vraiment. Les arc boss, c'est la forme finale du boss final. C'est Freezer quand il se transforme. Non, c'est pire que ça. En fait, le boss final, c'est un peu. C'est la deuxième forme du boss, si tu veux. Mais l'arc boss, c'est le dieu qui était au-dessus de ton boss final. D'accord. C'est Cthulhu, quoi. C'est le truc imbattable. Mais qu'on met quand même là pour que les joueurs s'amusent à essayer de le battre. Ouais, et des fois ça arrive. on sent le MJ un peu presque triste. Non, mais c'est bon, quand ça se produit, c'est super bon. Parce que l'idée, c'est d'être dans cette dynamique-là. Et les gimmicks, ils sont là pour encourager ça. C'est pour ça qu'il y a cet empilement de dés et de bonus. Le jeu, il faut faire gros et il faut décrire de plus en plus épique quand tu fais gros. L'idée, c'est de décrire
l'écart entre les résultats ou juste la puissance d'un résultat obtenu et le côté ridicule. En gros, tu décris une méga boule de feu parce que l'adversaire, enfin là, ton personnage a fait un score, on va dire, de 21, un truc de fou pour faire son Kamehameha, tu vois. Donc tu fais la super méga boule de feu qui arrive, et puis tu as ton adversaire en face qui fait 22 en défense. Tu décris comment, tu vois? L'idée, c'est de décrire un truc encore plus épique ou alors complètement insignifiant pour justement renforcer narrativement le résultat du dé. Le but, c'est pas juste de lancer des dés parce que ça sert à rien. Le jeu, il va encourager les descriptions, enfin, je pense, encourager à faire des descriptions autour de ces jets de dés, justement, pour rendre tes combats dynamiques parce que tu as envie de faire gros. Tu as envie de faire gros parce qu'on te raconte une histoire avec ces jets de dés. T'as envie de faire gros et pour l'avoir playtesté en mode crossover avec toi, t'as aussi envie d'utiliser tes atouts, tes limites. T'as envie que le gimmick que t'as créé ou que l'atout que t'as créé il soit utilisé. Quand t'as l'épée du démon, t'as envie qu'à un moment l'épée du démon, le démon il sorte et puis il fasse des trucs et puis t'as une espèce d'émulation comme ça qui fait que effectivement t'as envie de faire briller ton personnage et ça passe par tous ces trucs là. Par contre, il y a parfois une petite frustration quand tu fais vraiment pas beaucoup parce que du coup ton épée démon bah tu Ouais. oublies. Et Mais ouais, bon, c'est le jeu. ça arrive. Ça fait partie du jeu. Oui. Après, on n'a pas eu de chance, hein. On a un lanceur de dés sur Discord qui est particulièrement farfelu, qui est hors stat, mais ça, c'est pas grave. Tu vois, ça nous a pas empêché de nous amuser quand même. En parlant de Discord, là, bon, là, ça s'améliore un petit peu, en tout cas, chez moi en France, là, c'est moins confiné, mon club de jeux de rôle, il a rouvert et tout, mais nous, on a joué beaucoup en ligne parce que confinement, pandémie, tout ça, et puis on a fait ça sur Discord avec le bot, et puis moi, je me rappelle, j'avais mon personnage dans un Notepad++ à côté. Est-ce que t'as pensé à faire des choses pour du Roll20, du Foundry ou du Let's Roll? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse déjà? Que tu Non, fasses pas parce que t'as pas les nerfs, parce que t'as pas les compétences, après il faut voir quelqu'un qui peut te le faire, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas plus que ça? non, pas plus que ça. Parce que moi, je suis un joueur, je joue sans VTT, moi. Ça fait 2 ans qu'on joue avec Discord, juste, et je suis pas intéressé par les VTT, en fait. Je sais que ça sauve le monde et que ça fait plein de trucs, mais voilà, j'ai pas envie. C'est un jeu qui est pas encore sorti et qui est déjà richement illustré. Tous les jours sur tes pages, sur ton Twitter, sur machin, tu nous montres des trucs magnifiques. Et du coup, je voulais parler un petit peu de comment ça fonctionne en fait. Parce que moi, ça m'arrive d'écrire des jeux. Et c'est pas facile, c'est pas toujours facile, tu vois, de trouver des illustrations, soit de trouver des gens avec qui travailler. Moi, je sais que Guillaume, c'est un ami, donc je suis allé directement vers lui, puis je lui ai commandé l'illustration pour mon jeu de rôle Starlight, là. Mais Ouais. comment ça se passe? Et puis montre-nous des trucs aussi. Alors, comment ça se passe? Alors, en fait, c'est un peu du démarchage, en fait. C'est-à-dire que tu contactes des illustrateurs, tu leur dis, voilà, j'ai ce projet-là, je cherche des gens, montrez-moi vos books si vous êtes intéressés, et puis on discute un peu tarif, on discute un peu, voilà. Moi, mon but, c'est pas que l'artiste se sous-paye, c'est qu'il me propose ses prix, et si je peux me le payer, ben, je me le paye, si je peux pas me le payer, je me le paye pas. Voilà. Et tant pis, je passe à quelqu'un d'autre. Euh, voilà, donc il y aura toujours des gens qui vont se sous-payer. Ça, c'est le problème. Je peux pas dire que c'est leur problème, c'est un peu moche, mais voilà, moi je suis aussi je produis mes trucs, donc pour l'instant je fais ça sur mes fonds perso. J'ai pas encore fait de financement participatif. Il reste une quarantaine d'illustrations à produire. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il en reste 40, donc on en a fait un tiers à peu près, un peu plus d'un tiers. Mais voilà, il en reste une quarantaine, entre les chibis, la couverture, les illustrations pour le scénario, etc. Donc c'est quelque chose qu'en fait tu planifies. C'est-à-dire que déjà, tu te fais ton chemin de fer de ton bouquin, donc chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, petit point 1, petit point 2, etc. Tu visualises à peu près au bout d'un moment où est-ce que tu as des vides, où est-ce que tu as besoin d'un schéma, où est-ce que tu as besoin d'une illustration clé pour illustrer ton truc, et tu te fais une liste de tout ce que tu as besoin. Et à la fin, tu sais tout ce que tu as besoin. C'est pas juste te dire, ah là, il y a un trou, je vais remplir. Non, c'est vraiment décider à quel endroit c'est pertinent de mettre une illustration, c'est aussi important, et décider quelle illustration tu vas mettre. Parce que si c'est juste pour mettre des pin-up aux quatre coins des pages, ça sert à rien de faire des illus. Dans un JDR, tu as besoin d'illustrations de décor, tu as besoin d'illustrations de scènes,
quotidiennes, tu as besoin de héros, tu as besoin d'action, tu as besoin tu vois, de moments un peu intenses. Si tu fais un jeu de rôle contemplatif, tu fais des paysages, tu vois, des trucs un peu lugubres, un peu lunaires. Mais si tu fais un jeu de rôle, ben là, comme moi sur les mangas, j'ai besoin d'illustrations dynamiques, colorées. Je peux pas choisir n'importe quoi. Et surtout que ça fasse manga, parce que je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de jeux de rôle manga avec les illustrations qui tirent vers le comics, c'est juste. Vous Dommage. y connaissez rien, les gars, vous y connaissez rien. C'est de la BD Voilà. étrangère, c'est pareil. Bah ouais, non, mais c'est ouais, voilà, c'est étranger. Non, mais c'est pas facile. Et donc trouver, et encore plus dans le manga, parce qu'il y a énormément d'artistes qui se disent, ouais, moi je dessine des mangas, je fais des trucs géniaux, etc. Ben, très souvent, ils sont spécialisés. Très souvent, ils savent faire que des personnages. Très souvent, ils savent faire que des filles. Euh, Bizarre. Très souvent, il y en a, ils savent faire que des mechas. Et très très rarement, il y en a qui savent dessiner de la bouffe. Trouver Ouais, un parce que, illustrateur qui ouais, il dessine faut de de la la bouffe bouffe, en plus. C'est vrai ça qu'avec le c'est chaud. bento et tout, il faut de la bouffe. J'aurais une Mais, illustration de bouffe. Bah, mais je vais du coup, montrer des trucs. du Vas-y. coup, ouais, du coup, tu démarches pas des personnes en particulier. C'est vraiment, tu parles de ton projet, tu dis que tu as besoin d'illustration. Ça t'arrive pas de dire, tiens, toi qui connais des mangas, qui aimes les mangas, ça t'arrive pas de connaître un artiste et puis d'aller lui dire, en fait, je sais que tu fais du manga, que tu fais du machin et que ce que tu fais me plaît Je l'ai fait. énormément. Je l'ai fait, mais c'est hors de prix. Un artiste manga, déjà, un, il n'a pas le temps. Et de deux, c'est hors de prix. Hors D'accord. de prix par rapport à notre marché. Je veux dire, le prix d'une planche de manga, c'est un truc astronomique. Voilà. Alors quand tu sais qu'un artiste, tu vois, d'animation japonaise classique, c'est le mec qui est payé 800 euros par mois, qui va faire toutes les images entre deux images clés, donc toutes les transitions, il est payé à 1,5 euros la planche, grosso modo. Ça Arrondi, pique. hein. Ça Ouais. pique. Ça pique. Bref, façon ça. Non, ce que je fais généralement, c'est que je tape dans Twitter, je tape euh, Gundam fan art, si j'ai besoin de mecha, Ah. ou Et tu vas voir directement les machin, gens voilà. qui font ces fanarts là. Et je cherche des professionnels, des gens qui ont des traits qui me plaisent. Je regarde s'ils acceptent les MP, parce Commission. que c'est comme ça qu'ils les Ouais, commissionnent. les commissions. Je leur demande combien ils prennent. Je leur parle du projet. Je leur dis est-ce que vous êtes prêts à partir sur X commission pour temps, etc., etc. Et voilà, et on s'arrange ensemble. Ok. Et des fois, il y en a qui répondent oui, des fois, il y en a qui répondent non, des fois qui répondent oui, mais c'est trop cher. Des fois, il y en a qui répondent oui, c'est génial, mais ils font des trucs tout moches. Enfin, tout moche. Voilà, j'ai Qui pas te leur conviennent talent, pas. mais, Qui te mais conviennent pas. des fois, ça me convient pas. Et des fois, ça te convient juste pas. Des fois, c'est juste pas du tout ce que tu cherches. Par exemple, c'est pour ça que ils sont 4, 5 illustrateurs sur le bouquin. Je déteste faire ça. Pour la couvée, ils étaient 3. Parce qu'on a dû en prendre 2 en béquille pour rattraper, pour terminer. Mais là, depuis le début du projet, ils sont 5. Ils vont peut-être même être 6. Parce qu'en fait, on a un artiste principal qui fait les chara-design des personnages qui seront ensuite déclinés dans le bouquin. Mais la subtilité, c'est que j'en ai un au chara-design et au pré-tiré. J'en ai un au décor. J'en ai un au mecha. J'en ai un au chibi. Et je vais peut-être en avoir un pour le bestiaire. Voilà. Et j'en ai un pour les poses d'action. Pour les poses dynamiques. Ouais, c'est pas le même que le car Oui, design du coup. c'est pas pareil. Je vais vous montrer, je te montre. On va dire ça. Hop, donc techniquement, il y a ça. Là, je vois. Voilà. Donc ça, c'est un pré-tiré qui a été fait par un de mes artistes, Xerein, qui m'a fait donc le personnage et le fond qu'on a derrière, qui sera décliné pour pas mal de trucs. Moi, j'ai fait tout le reste, donc la typo, les couleurs, les machins, les trucs. Et on part là-dessus. Et donc, j'ai un artiste qui me fait ça. Et si on regarde ensuite, si je vais dans mon dossier ici, j'ai un artiste qui s'occupe des chibis. Et donc on a le Ah, même c'est personnage le même personnage, mais en version chibi. en version chibi. Voilà. Pour un exemple d'illus. Pour un exemple d'illustration de décor, on est sur quelque chose de complètement différent, mais on est sur du décor. Oh, oui, c'est Alors, différent. j'avoue que ça tranche hein, d'un point de vue style. J'ai l'impression que ça Mais, fait moins manga. Oui, Ça l'artiste fait a un presque trait. estampe japonaise. Ouais, c'est voulu.
C'est voulu. L'artiste a un trait relativement, comment on veut dire, euh, réaliste. Je peux pas dire réaliste, mais c'est un peu ça. Et voilà. Donc là, il y a une référence. Hein, si vous l'avez, vous l'avez. Sinon, si vous l'avez pas, il va falloir aller lire des mangas. Euh, voilà, voilà. Mon petit Et ça donne quoi une pose d'action du coup? Tu une parlais pause que tu as action. Alors, une ouais, pose d'action dynamique. il est là, il est là. T'as les princesses Disney qui font du jeu de rôle toi aussi. Ouais, ouais, parce que j'avais besoin de montrer une séquence bento, voilà. Donc ça, c'est une pause dynamique, D'accord. par exemple. Donc on a de l'action. Il y aura encore plus dynamique, évidemment, puisque je prévois d'autres illustres. Donc ça, c'est juste une préparation d'un coup d'épée, parce que le but, c'est d'illustrer le système de combat. Voilà. Je D'accord. pouvais faire de la bagarre et des machins. Donc là, voilà. Et donc c'est ce personnage-là, à la base, il est en pré-tiré dans le jeu, et que je vous la montre. Elle est là. C'est elle. Voilà. Donc elle a Ah bien été d'accord. designée ici. Ok. Et ensuite décliné dedans en version chibi, en version action. Euh, voilà, version chibi, on l'a ici par exemple. En plus, tu peux avoir un aperçu de l'intérieur du bouquin qui sera comme ça. Voilà. Ah, c'est vraiment chouette. Donc voilà, après, il y a toute cette réflexion de qu'est-ce que tu veux pour chaque page qui est super importante d'un point de vue éditorial, on va dire, parce que c'est le boulot d'un éditeur aussi de réfléchir à, à ça. Parce que si tu laisses tes artistes en roue libre, ça arrive, hein, des fois, tes artistes, c'est des copains. Et tes copains, bah, ils dessinent un peu ce qu'ils veulent, comme ça, au fur et à mesure des parties. Et du coup, bah, à la fin, tu te retrouves avec un bouquin comme Robot, première édition, où il n'y a que des illustrations de personnages. Zéro décor, zéro action, euh, zéro mise en scène, rien. Voilà. Donc, parce que les personnages, c'est cool pour des pré-tirés, mais après, on s'en fout un peu. Ouais ouais, Hein, après c'est on veut bien que ton d'avoir. univers, il vive, tu vois, et il vit au travers des illustrations. Ouais, du coup dans ton process, ça c'est quelque chose que tu fais à quel moment? T'avais déjà écrit complètement les illustrations en gros. À quel moment tu dis tiens, faut que je cherche des illus? Ça vient, en fait, ça vient à partir du moment où tu penses que ton projet est assez mature pour franchir le pas. Déjà, les premières illus dont tu as toujours besoin ou tu auras toujours besoin, c'est quand tu as décidé, quand tu as figé tes pré-tirés. Il y a un moment donné où tu vas peut-être faire des pré-tirés. Et tu as besoin d'illustrer les pré-tirés parce que souvent, les pré-tirés sont le premier pas d'un joueur néophyte ou non, d'un joueur néophyte de ton jeu vers ton jeu. C'est-à-dire que c'est la première porte d'entrée. Tu vas jouer un mercenaire, tu vas jouer un paladin. Et un paladin dans mon univers, ça ressemble à ça. Tac. Et il a une image du paladin. Voilà. Ça, c'est aussi bête que ça. Donc ça, c'est souvent les premières illustrations que tu demandes. Tu demandes jamais la couverture du bouquin en premier. Parce que ça se trouve, la Sauf couverture quand du bouquin. sauf quand t'es moi. Voilà. Non, mais ça se trouve, tu vas avoir, tu vas la faire sous Paint après. Voilà. C'est, moi, la couverture de robot, je l'ai faite avec Illustrator. La couverture de, de Vivere, pareil. Voilà, j'ai pas commandé d'illustration. J'ai réutilisé des visuels que j'ai vectorisés, etc. Donc j'ai bidouillé des trucs, mais j'ai pas racheté d'illustration. Pour la couvée, j'ai commandé une illustration. Parce qu'après, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue découverte du bouquin, bah, la couverture, c'est quand même essentiel à la promo du bouquin. Puisqu'après ça va te servir de visuel pour les flyers, enfin les flyers, on n'en fait plus de flyers aujourd'hui. C'est Pour, pas très éco-friendly, on va dire, mais je pense que ça se pas fait encore. éco-friendly, mais ouais, ça se fait encore, mais je veux dire, c'est dans le jeu de rôle, c'est devenu un peu, sauf s'ils sont utiles dans le jeu, enfin, des flyers pré-tirés, attention. Mais non, mais c'est utile pour faire des bannières, c'est utile pour faire des affiches pour Facebook, etc. Quand tu vas à un événement, quand tu annonces un truc, c'est toujours utile. Puis même pour parler du Mais jeu, j'ai l'impression que c'est ouais, beaucoup plus simple quand t'as une couverture ou un semblant de couverture. c'est ça. C'est la grosse différence. Euh, non, puis après, de fil en aiguille, bah, tu commences à faire ton fichier de mise en page, parce que ton texte, il faut bien que tu le mettes quelque part, quand tu commences à préparer ton truc, et puis finalement, bah, tu
tu décides à mettre des illustrations. Mais après, il y a des jeux qui n'ont pas besoin d'illustrations. Tu vois, il y a des jeux très courts qui n'ont pas besoin d'illustrations. Ah, mais ça, c'est Et sûr. Mais après, ça dépend de la taille du jeu. C'est sûr que Run Die Repeat, le jeu, il est en une page. Tu ouais. pourrais éventuellement mettre une, mais je vois même pas l'intérêt parce que c'est un jeu qui joue Et- dans n'importe quel univers, de n'importe quelle manière. Tu mettrais une image, je me demande si ce serait pas contre-productif parce que tu mettrais une image un peu trop mettre fan, les gens penseraient qu'il faut faire des. Enfin, je pense Mais que c'est pire c'est la que. mise en page. C'est la mise en page qui doit parler à ce moment-là. Ouais. La mise en page doit refléter la mécanique de ton jeu. Enfin, ça doit évoquer quelque chose. Enfin, surtout pour les jeux en une page. C'est ça le problème, c'est que les jeux en une page, ils ont ce double emploi d'être aussi communicatifs sur leur système. Parce que c'est là-dessus qu'on va les juger en fait. Pas sur leur univers. T'as pas le temps de développer un univers sur Non, un jeu en une page. en une On page, tu s'en peux donner fout. des clés, des mots-clés, mais c'est tout. Voilà. Et du coup, tu dis que tu mets le test dans ton outil de mise en page InDesign, j'imagine, parce qu'il faut Ouais. bien le mettre quelque part. Tu le prépares pas en amont? T'as pas un Google Doc ou un Word avec ton vrai texte et puis ensuite tu copie-colles dans ton outil de mise en En page? fait, je faisais ça avant. C'était ma méthode d'avant. Alors, je sais que c'est pas la méthode habituelle. Je sais que quand t'es auteur et que tu transmets ton texte pour les corrections et pour la mise en page, oui, il faut bosser sur Word. Enfin, Word ou compagnie, quoi. Comme ça, le mec qui va faire le mec ou la nana hein, qui vont faire la mise en page, ils vont récupérer le texte et le faire couler dans la mise en page. Voilà. Et moi, comme je fais directement la mise en page parce que c'est à moitié mon boulot, eh ben, je tape directement dans InDesign. Je ne me casse même plus la tête. De toute façon, les correcteurs d'orthographe, ils passent dedans aussi. Donc, j'esquive une étape. Ouais, ça te fait. T'as une étape en moins, quoi. Voilà, mais c'est pas une grosse étape non plus. Non, mais du coup, tu sauvegardes tout ça? Ah Je veux oui. pas, je veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais si le répertoire que j'ai vu tout à l'heure est. Ah, tant mieux. Tout est là. De temps en temps, je fais des rares et je les mets sur un serveur. Ah, c'est pas automatique du coup, ça. Mais non. Non, pas pour moi. Voilà. Ouais, du coup, c'est vraiment. Ouais, du coup, pour récapituler, c'est vraiment au fur et à mesure que tu vas te chercher des illustrations, du coup, et les mettre dans la mise en page. Ouais. Après, il faut avoir un sacré suivi parce que là, tu vois, pour New the Mistake, il va y avoir, j'ai pu compter 60 illustrations, je crois, en tout. Donc, il faut avoir un fichier Excel dans lequel il y a qui fait quoi et on en est où de quoi. Donc, ça, c'est en cours, ça, c'est pas en cours, ça, c'est payé, ça, c'est pas payé, ça, c'est machin qui s'en occupe, ça, il faut encore trouver une idée, ça, tu vois. Voilà. Donc, Un vrai boulot d'éditeur, en fait. c'est ça. T'as Mais jamais c'est. pensé à éditer quelqu'un d'autre que toi? À te dire, tiens, je me lance dans euh, l'édition de jeux de rôle, si, je sais si, faire la mise en page, je sais communiquer, je sais faire ceci, cela. ça m'est venu, mais il faut vraiment que la personne euh, ait un projet quasiment terminé. Que moi, je pas, j'ai pas des semaines à passer sur ces projets à lui. Et moi, il faut que je passe des semaines sur mes projets à moi pour les finir. Donc, ça serait compliqué d'insérer des jeux d'autres personnes dedans, sachant qu'en plus, il faut être sûr de la qualité du projet. Le tester soi-même, parce que moi, je veux jouer. Enfin, si j'édite des trucs, je dois les tester d'abord. Ouais, logique. Je veux pas. Ce que doivent faire les éditeurs, logiquement. Il y a des éditeurs qui le font pas, je pense, et on se retrouve avec des surprises. Et parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des aberrations qui devraient même pas sortir, même pas exister. Et donc, je suis toujours surpris de voir ces choses-là arriver à grand renfort de oui, mais ça fait 35 ans que je l'écris. Voilà, je trouve qu'il y a des trucs qui, dans la pratique, aujourd'hui, en 2021, du jeu de rôle, il y a des trucs qui auraient dû sortir il y a 30 ans et voilà, qui devraient pas trop apparaître aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut moderniser nos pratiques sans trahir nos mécaniques. C'est-à-dire qu'on peut continuer à jouer à Donjons et Dragons bien à l'ancienne, mais on peut donner un coup, on peut dépoussiérer un peu certaines mécaniques qui n'ont plus de sens à l'intérieur de son propre système. Ouais, je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, Donjons et Dragons 7ème édition a modernisé pas mal de trucs, hein. Je sais pas si t'as Ouais, joué à la dernière édition, mais rien que le avantage, désavantage de cumuler, d'ajouter, soustraire des bonus pour l'environnement, juste tu lances 2 dés, tu gardes le meilleur quand t'es avantagé, c'est déjà une certaine modernité, moi j'aime bien. Tu sens quand même que les choses évoluent. Moi, j'irais plutôt vers l'OSR, tu vois, tu vois, genre des trucs comme Macchiato Monsters, Oui, après c'est encore un autre délire. Dragon de poche. Tu vois, c'est pas vraiment un autre délire, mais
on n'est pas sur les mêmes gameplays, clairement. Et moi, c'est plus des gameplays qui m'attirent. Ou alors si, mais il faut me le proposer brut, tu vois, genre un bon vieux Warhammer V1 à l'ancienne. Tu vois, ce truc bien sale. Il va falloir aller chercher tous les paramètres à droite à gauche. C'est un plaisir de jeu, je ne le nie absolument pas. Mais c'est vieux. Et en 2021, voilà. Pour moi, soit tu joues à un vieux jeu, soit tu joues à un jeu de maintenant. Et faire un jeu d'avant, les mécaniques d'avant en 2021, c'est un peu dommage. Datch. D'un point de vue game designer. Hein, Oui, toi tu parles vraiment au niveau pur mécanique, gameplay, game design, animé was a mistake. Bon, moi je sais déjà pourquoi il s'appelle comme ça, mais si tu pouvais le rappeler. Ah, pourquoi ce titre? Ouais. La grande question. Alors, donc ça fait partie aussi de mes grandes craintes pour la sortie du jeu. Mais j'en parlerai après. Alors, Anime was a mistake est une mauvaise traduction d'une interview de monsieur Miyazaki, donc Hayao Miyazaki, pas le Miyazaki de Bloodborne et Dark Souls, hein, Hayao Miyazaki du studio Ghibli. Parce qu'il y a les deux maintenant. Aurait dit le marché, l'industrie de l'animation japonaise est une erreur ou est un échec, ou enfin tu mets ce que tu veux derrière. Et donc ça serait une mauvaise traduction de ce qu'il aurait dit. Bon, je pense qu'il a un petit peu raison et que c'est un petit peu sa pensée en vrai. Parce que bon, le monsieur est quand même un artiste depuis un petit bout de temps déjà. Et c'est un peu le Disney japonais, comme on a pu le comparer, si on peut le comparer salement, comme le font facilement les médias. Mais imagine Disney qui dit les dessins animés c'est de la merde. Scandale. Voilà, ça la fout mal. Donc oui, il a un peu raison, parce qu'en fait, dans son discours, c'est les animés d'aujourd'hui ne sont faits que pour des gens qui aiment l'animé. En fait, ils sont pas faits dans un but créatif, dans un but de raconter une histoire précise. Ils sont faits pour plaire aux gens qui aiment l'animé. Donc c'est une industrie qui se mord la queue, en fait. C'est ça qu'il explique. Quand un studio Ghibli sort un nouveau Ghibli, ben c'est, même si ça se ressemble malheureusement, c'est très souvent une nouvelle histoire, c'est très souvent une nouvelle thématique. On essaye de faire des choses un peu nouvelles et on s'en fout de la norme manga actuelle. C'est d'accord, c'est la patte Ghibli, mais on essaye de faire des choses nouvelles. Mais bon, après, c'est comparer les films avec les séries et c'est deux marchés complètement différents. Mais dans l'absolu, voilà, Monsieur le grand Miyazaki aurait dit que l'industrie de la japanimation est une erreur. Et quand on regarde aujourd'hui avec un peu de recul, l'ensemble de l'offre du manga, je vais faire mon pédant un peu, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Voilà. Et donc, mais bêtement, hein, tu vois, pour 200 trucs qui sortent, tu vas avoir, je sais pas moi, 190 trucs complètement passables, complètement moyens, mal produits, fan service à souhait, etc. Et 10 œuvres de qualité dans l'année. Tu as 10 trucs sur lesquels tu dis ça c'est de la qualité, parce que soit c'est une série qui raconte quelque chose, soit parce que c'est super bien animé, soit parce qu'il y a une patte graphique. Voilà, il y aura quelques séries qui seront, voilà. Et dans tout ce bazar, on a une industrie du goodies, on a une industrie derrière. C'est pareil pour les comics, hein, c'est pareil pour la BD franco-belge, c'est la même chose partout. Mais le fait que, voilà, comme c'est un marché qui est très en vogue, qui est très populaire, qui se rebondit au cinéma, dans le jeu vidéo, dans le cinéma, j'ai dit déjà. Mais Ouais. cinéma, je parle acteur, tu vois, live action. Ah, Comme Alita Battle Angel, comme des trucs comme ça qui sont passés, qui ont été un petit peu malmenés par la production. Voilà, moi j'avais envie de faire un jeu de rôle qui part d'un gros sentiment de nostalgie, qui a énormément de nostalgie, qui a énormément d'amour pour ce média parce que j'ai grandi avec et je vais continuer à en regarder parce que j'aime ça. Mais quand même, les gars, vous déconnez quoi. c'est quand même un peu de la merde. Ben non, c'est pas ça, mais il y a quand même des trucs. Un peu nul. C'est un peu. Mais des fois c'est nul, d'accord. Et des fois c'est juste trop borderline pour être honnête. Et le problème c'est que ça formate le public.
le public a trop tendance à se dire ouais, mais c'est normal, c'est comme ça dans les mangas. Mais ça devrait pas être normal. Voilà, c'est ça le souci. Je vais pas te demander d'exemple, j'ai envie de garder mon innocence. Il y en a tellement, il y en a tellement. Garde-la, c'est précieux. Ben, je crois que j'ai plus trop de questions. Si, je voulais te parler de la suite parce que il y a encore beaucoup d'illustrations à recevoir, à demander, à recevoir pour finir ce merveilleux livre. Et du coup, j'imagine que tu vas pas tout faire sur tes fonds propres. Et bon, on en a déjà parlé en off, mais je sais qu'à un moment ou à un autre, tu vas devoir le participativement financer. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je vais le participer financièrement. Oui, je vais lancer un fou lancement, comme il disait à l'époque. Je vais appeler les gens à faire un Genkidama avec leur argent pour précommander le bouquin à l'avance, avant qu'il soit livré dans leur chaumière, pour espérer récolter les fonds suffisants pour le financer. Au moins financer les illustrations. Pas Parce que l'impression. non, parce qu'autant, c'est pas que je peux avancer l'impression, c'est tout aussi la merde, question financière, ça coûte la blinde. Mais disons que si je peux au moins finir le bouquin et lancer l'impression derrière, ça sera déjà énorme. Au moins finir le bouquin, ça sera déjà énorme. Après, pour l'impression, voilà, il y a des solutions. Mais comme voilà, c'est mon but. Donc, je compte faire une campagne de financement au moins pour les illustrations, au moins pour m'alléger la charge, m'avancer les frais sur les illustrations et fournir des bouquins. Et après, m'occuper de ça à la vente. Parce que voilà, le manga, je sais que mon système tourne. Le manga, ça marche. Les conventions manga, il y en aura encore pendant au moins 20 ans, 30 ans, 50 ans. Sauf Covid 32 et voilà, et attaque de Godzilla dans nos contrées. Mais sinon, je pense que le jeu est attendu par son public et que le public qui traiterait ce jeu ne s'y attend pas encore. C'est très beau ce que tu dis. Du coup, pour l'impression, tu utiliserais de l'impression à la demande, du coup, dans un premier temps, c'est ça le truc? Alors j'ai un gros problème avec l'impression à la demande en ce moment. Donc oui, le bouquin sera dispo à l'impression à la demande, mais il y aura une version imprimée via un imprimeur pro. Parce que l'impression à la demande, dernièrement, a augmenté ses tarifs de manière exponentielle sur la couleur. Et comme le livre est entièrement en couleur, je ne peux plus C'est me Drive-Thru permettre... qui a augmenté la couleur, non? Ou c'est l'impression à la demande en général? Drive-thru, Parce que j'ai l'impression que Lulu c'est que était... Drive-Thru. Alors Lulu était déjà plus cher. bien Lulu- cher. Drive-thru était en dessous, mais ils ont augmenté leurs tarifs. L'Europe maintenant taxe plus cher les produits qui sont importés en dehors de l'Europe, dont les UK, d'où sont Drive-thru. Et en plus de ça, les UK maintenant, ils sont plus dans l'Europe. Donc du coup, tu as ta douane, tu as tes risques de douane qui peuvent tomber sur la tronche. Donc, cumuler l'un dans l'autre, Ouais, tous ces l'impression à petits la demande, ça va facteurs être compliqué. font que c'est plus rentable du tout. Si vous voulez pas un bouquin un bouquin de shonen qu'on paye, je sais pas, les 8 euros en boutique, là avec moi, vous allez le payer 40 euros. Ce qui est dommage. Hein. Il Alors fera mon quelle but n'est taille pas d'ailleurs pile la Animé taille d'un Wazumi? shonen. Donc 200 pages, format shonen. Donc roman quoi. Ok. Poche. Un peu plus gros que poche. Ouais. Donc c'est vraiment très court dans l'absolu, mais voilà, mon but c'est de ressembler le plus à un shonen possible, plus ressembler à un manga moderne, et d'aller à fond dans cette thématique. Comme ça, on pourra te ranger avec les mangas. Voilà, pour le ranger avec. Bon, il va être vendu, je prévois 25 euros, parce que bon, voilà, c'est un jeu de rôle quand même. C'est pas une bande dessinée, et j'ai pas un tirage à 2 millions d'exemplaires facile à faire descendre le tarif à l'unité, quoi. Voilà. Parce que si tu calcules ton manga de shonen que tu payes 8 euros en boutique, il a coûté 1 euro, 2 euros à produire. Même pas. Ouais, Donc ça en fait des quantités. c'est des sacrés tirages, je sais pas à quel point ils peuvent descendre, mais ouais, ça coûte pas grand chose. En plus, c'est en noir et blanc, toi t'es en couleur. Voilà. T'as une petite idée de quand est-ce que tu lanceras ça et où ou pas encore? C'est peut-être trop tôt Alors pour. je vise septembre. Du coup, je commencerai à faire une
pré-campagne. Hey les gens, je lance mon financement pendant le mois d'août, parce que les gens en août ils sont en vacances et puis ils auront juste à cliquer sur tiens-moi au courant. Et voilà. Et ce sera sur quelle plateforme du coup? Ça sera sur Game on Tabletop. Yeah. L'impression qu'elle est vraiment bien Voilà. foutue cette plateforme. Il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Apparemment, de ce que j'ai compris en discutant à droite et à gauche, elle facilite vraiment le travail du créateur ou de la créatrice. Ouais, il y a pas mal de choses qui n'étaient pas là avant. Pour avoir commencé des financements il y a plus de 8 ans, j'en suis à mon 4e, ça va être mon 4e, pour avoir fait Kickstarter et Ulule, oui, ils ont fait des gros progrès. Après, je sais pas si Ulule a fait des progrès derrière. Je pourrais pas dire. Mais en tout cas, Game on Tabletop sont au-dessus pour l'instant au niveau proposition. J'en profite que tu aies déjà fait plein de financements participatifs pour avoir un peu ton retour d'expérience, comment ça s'est passé sur la campagne, la communication, sur le stress que ça doit provoquer aussi de faire des financements participatifs. Si tu as 2-3 conseils pour les gens avant de se Mais lancer dans cette aventure. le seul vrai conseil, c'est de... Je peux pas dire c'est d'être malhonnête, ça c'est faux. Mais c'est de ne jamais demander la somme exacte de ton financement. Parce que si par exemple tu as besoin de 5000 € pour ton jeu, je chiffre comme ça au hasard, ben, il faut au moins en demander la moitié. Parce que, t'es pas sûr d'avoir les 5000 €. Si t'as déjà la moitié, t'es déjà content. Et de deux, parce qu'en fait, ça c'est mon avis perso, hein, t'es toujours libre de refaire une campagne derrière, mais c'est toujours une mauvaise presse de faire une campagne qui rate. Alors que faire une campagne qui réussit, genre tu demandes 50 €, puis tu te mets un macaron financé en 5 secondes, bah voilà, tu vois, il y a plein de petites techniques un peu gruges dans le marketing que tu fais derrière ta com. Voilà. Donc c'est plus honnête de demander pas beaucoup et ensuite de gonfler avec des paliers et des machins que de demander beaucoup et ensuite mettre des paliers. Enfin beaucoup, demander ta somme exacte et ensuite mettre des paliers. Parce qu'au pire, ta campagne, elle marche pas comme tu veux, genre t'obtiens que 2000 € sur les... Enfin, allez, 2600 sur les 2500 que tu avais demandé, mais il t'en fallait 5000, bah, c'est quand même déjà à peu près, on va dire 2000 € parce que tu as des frais, tu as de l'impression des machins, trucs que tu vas payer. Tu as quand même 2500 € qui sont dans ta poche et que tu vas pouvoir mettre dans le projet. C'est quand même un bon coup de pouce. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit aussi quand j'avais fait la formation gratuite chez Ulule sur Lyon. Par contre, moi, le truc qui me fait un peu peur avec ça pour les créateurs, c'est que si ta campagne marche, mais elle va pas au-delà si on reprend l'exemple des 2000 €, si tu gagnes que 2000 € à la fin de la campagne, bah, tu vas être emmerdé parce qu'il va falloir que tu produises ton livre alors que t'as pas les 5000 € que tu as besoin pour faire le livre. Ça veut dire qu'il va falloir y aller. Enfin, Yep. c'est un pari super risqué, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez connu. Moi, à la formation Ulule, il y a déjà 3 ou 4 ans, c'est ce qu'on m'avait dit de faire. Que j'avais Mais proposé des formations en fait, gratuites, j'étais allé comme ça. je pense qu'il faut pas partir avec le but de cette campagne va me permettre de financer. C'est-à-dire que contrairement à ce que tu vas écrire dans la campagne, c'est moche ce que je dis, où tu vas expliquer aux gens que l'argent que tu vas recevoir va permettre de payer tel ou tel truc, tu sais très bien que tu n'auras pas assez. C'est-à-dire qu'il faut savoir déjà à l'avance, il faut se faire à l'idée que tu n'auras jamais assez avec la campagne pour financer ton projet. Tu devras toujours payer des trucs en plus. Parce que dans ta campagne, tu auras peut-être oublié un truc, ça arrive. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui seront trompés, donc il faudra envoyer les machins d'adresses différentes, donc ça arrive aussi. Tu auras peut-être besoin de plus d'exemplaires. Tu as peut-être prévu des goodies qui auront un tarif qui va changer, parce que ta campagne, elle a été faite il y a 2 ans, et que maintenant que tu arrives au but et que tu dois produire genre les dés, ou que tu dois produire des écrans ou je ne sais quoi, quel truc avec, et ben, le prestataire d'impression, il a fermé, ou que sais-je, tu vois, tu vas trouver quelqu'un d'autre, et lui, il est plus cher. Enfin, Ouais, je vois ce que tu veux dire. t'as plein de tracas comme ça. Donc, plus tu te mets de goodies dedans, plus tu te mets des risques financiers, plus tu mets des trucs à débloquer, type des scénarios ou un livre supplémentaire, plus ça repousse la sortie de ton projet, puisque tu dois finir ton projet et finir les extensions, si tu as prévu des extensions. Donc voilà, il y a plein d'éléments à prendre en compte qui font que certaines campagnes mettent 2 ans, 3 ans, 5 ans à sortir, alors que d'autres sortent tout de suite. Et aussi plein de projets qui ne sortent pas parce que soit ça craque, comme l'histoire d'aventure avec Maillard et compagnie,
et sans détour. Soit il n'y a pas assez d'argent, soit il y a un problème, la vie, on appelle ça, hein, dans ta vie personnelle, il se passe un truc qui fait que tu n'es plus en mesure d'assurer le projet. Ça arrive, c'est moche. Après, pour rembourser les gens, c'est coton. Mais il faut aussi prendre en compte ce truc-là. C'est que il faut essayer de pas perdre non plus les gens qui ont soutenu ton projet, parce qu'il y a ces risques-là. Et c'est encore plus compliqué quand tu es tout seul derrière les projets. Quand tu es une équipe, que tu es une maison d'édition, que tu as des contacts, qu'il y a des gens qui bossent avec toi de manière régulière, que tu les payes, etc., avec, je sais pas, un illustrateur, avec un maquettiste, avec des relecteurs, avec... Voilà, tu as un flow continu, il y a de l'argent, il y a des gens qui vont vite, qui font les choses bien, et donc du coup, la production va plus vite. Mais quand tu es tout seul, que tu fais ça avec des gens qui sont bénévoles, on va dire, sur ton projet, genre les relecteurs pour mes projets par exemple, tous les relecteurs sont bénévoles, et je les remercie énormément là-dessus. Par contre, les illustrateurs ne le sont pas. Le maquettiste est bénévole aussi, c'est moi. Mais voilà, il faut prendre en compte qu'il y a des risques aussi derrière, et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop chercher, trop viser la lune, sauf si tu t'estimes toi être le nouveau Gary Gygax, pourquoi pas. Non, mais ça arrive, hein, il y a des gens qui sortent des jeux comme ça, ils visent tout de suite les 5000, les 10 000 euros, et des fois ça marche, tu vois, ça marche super bien, mais voilà, on se retrouve avec des triptyques, des trucs énormes, et puis c'est rangé dans la bibliothèque et ça sortira jamais. Voilà. Parce qu'on a attendu 5 ans pour les jouer, et la hype est passée, et puis voilà. C'est triste. Il y a aussi ce phénomène-là, tu vois. Les gens ont mis 200 boules dans ton projet, ils ont attendu 4 ans, ils l'ont, mais tout le monde est passé à autre chose. Ouais, ça c'est un truc que je trouve horrible avec les financements participatifs. Moi j'essaie de plus financer, surtout que j'ai encore 4 ou 5 financements participatifs, dont certains dont j'ai même oublié le nom, qui attendent. Tu sais, tu pledges parce que ça t'intéresse, puis après t'oublies. Moi je sais que chaque fois, régulièrement, je dois aller sur Gamon, je dois aller sur Kickstarter, je dois aller sur Ulule. J'ai même fait des trucs sur KissKissBandBand, mais ça va encore, c'est les plus récents, donc ça j'oublie pas. Ouais. Pour savoir pour essayer de voir où ça en est. Machin, du coup, toi pour animer Was the Mistake, t'as pas prévu de palier ou Judy, du coup tu vas faire un truc plus simple pour Je pas vais trop. je vais mettre un palier jaquette. En fait, je vais mettre 2 paliers. Je vais être très con. Il y aura le palier financé, ouais, 100%. Et il y aura un palier genre à 150%, tu vois, un truc comme ça, pour mettre une jaquette autour du bouquin. Ça sert à rien, mais ça fait encore plus manga. Voilà à quoi ça ressemble une jaquette. C'est ce truc là. Ça. Ça s'enlève et puis ça permet de. Ça sert à rien. Ça Si. sert à rien. Ça protège le bouquin. C'est plutôt joli. Voilà. Bah, ça donne un côté qualitatif à l'ouvrage. Et du coup il y aura un palier jaquette. Et pas de goodies j'imagine. Non, il n'y aura pas de goodies. Même pas des petits dés. Non, il n'y aura pas tout ça. Parce que qu'est-ce que tu veux faire comme des mangas? C'est quoi un des mangas? Ça ressemble à rien. Tu vois, Ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Et puis mettre le logo sur une face ou un machin, non. Voilà. Bon, après, il y a plein de types de dés différents. Tu vois, ça va du D4 au D12. Donc, moi, j'estime que les rôlistes, ils ont leur set de dés. Bah, c'est set de dés Donjons et Dragons de base. Tu vois, quand t'achètes un set de dés à la boutique. Et puis, tous les rôlistes ont maintenant. Moi, j'ai des pots de confiture remplis de dés derrière moi. Non, par contre, t'aurais pu faire une boîte à bento. T'aurais pu faire une vraie petite boîte à bento avec le logo d'Anime Was the Mistake, le dessin d'un petit prêt-tiré. Tu choisis ton petit prêt-tiré au choix. Non, c'est la merde. C'est une très bonne idée, je le ferai en convention. Je me ferai une boîte à dés spéciale Anime Was the Mistake pour les conventions. C'est une très bonne boîte idée. À bento. Merci. Mais pour non, les joueurs, c'est pas une bonne idée. Non, c'est la merde à mon faire. échelle. Je parle à mon échelle. C'est une très bonne idée marketing si tu es capable d'assurer derrière, si tu as les bons prestataires, si tu es capable de faire du stock, si tu es capable de faire les envois et tout ça. Si tu aimes aussi faire monter artificiellement le prix de ton projet, parce que le problème, et c'est à la fois un problème et à la fois on dit merci, c'est que ce qu'on disait, c'est les baleines qui font vivre les crowdfunding. Le marché du crowdfunding. C'est les gens qui vont claquer 100 boules, 200 boules, 500 boules dans un projet. Ouais, pour la collector, pour tous les goodies, voilà. Pour le truc sérigraphé.
Alors que ça coûte quasiment rien, tu vas faire une sérigraphie ça coûte 100 boules, 200 boules, parce que tu as X exemplaires à sortir. Donc c'est pas la mort, tu vois, de faire un vernis, tu vois, sur une jaquette. C'est pas... Foncièrement, c'est pas excessif, tu vois. Là, j'ai eu des devis, la jaquette, ça me coûte 150 € de plus Ouais, quand pour même. 300 exemplaires. C'est rien. C'est rien. Ouais, non, c'est. Que dalle. Puis ça sera ça sera vraiment chouette. Voilà. J'espère que le C'est un palier exemple. tombera. Voilà. Bah, il va tomber. Puis s'il tombe pas, je le ferai quand même. T'as le droit de Non, faire mais ça? c'est ça. Bien sûr, je fais ce que je veux. Mais Remarque, par oui, tu peux exemple, toujours le faire en ma irant de ta campagne, poche. ma campagne de Love Season que j'avais faite sur C'est le Kickstarter, jeu avec les lapins? c'est le jeu avec les lapins. Le jeu de Elle n'a pas cartes? marché. Elle n'a pas marché. Pourtant, il est génial ce jeu, hein, tout le monde le sait. Mais ça n'a pas marché. Mais je l'ai sorti le jeu quand même. Parce que j'avais économisé, j'avais mis de côté, voilà. Donc j'ai plein de lapins à la cave, ça se vend très bien en convention. Et voilà. Mais voilà, le financement lui-même n'a pas fonctionné. Mais ça, c'est dû à des erreurs de connaissance du marché. Ça, c'est aussi important de connaître. Le marché dans lequel Parce que le jeu de plateau, c'est pas du tout la même chose que le jeu de rôle. on n'est pas du tout, c'est pas aussi perméable en fait au jeu indépendant qu'est le jeu de rôle, le jeu de société. Le jeu de société est moins bienveillant envers les jeux de société indépendants, donc les trucs sans éditeur ou les trucs un petit peu édités sous le manteau. C'est très très, je crois que c'est pas mal vu, mais c'est pas considéré. C'est-à-dire que très souvent les gens qui jouent à des jeux de société, ils achètent en boutique des gros jeux, ils font des gros financements participatifs. C'est vraiment des profils de joueurs. Et t'as pas beaucoup le profil de j'achète que des jeux indépendants, j'en ai jamais vu. Ou alors qu'on est plein à acheter principalement des jeux de rôle indépendants, quoi. En jeu de rôle, voilà, la foule de personnes intéressées par du jeu de rôle indépendant, c'est incalculable aujourd'hui. Avant de passer aux deux questions du public, je voulais savoir, en parlant de convention, tu as dit que ça se vendait très bien en convention, tu allais sans doute en vendre en convention avec la petite boîte marketing. Ouais. Je sais pas si tu es au courant, mais Autodone, normalement, se fait cette année. Moi, je me suis pas encore inscrit parce que j'ai toujours peur que ça s'annule et que j'ai pas envie de me faire chier à leur demander un remboursement ou quoi. Mais est-ce que tu as prévu de venir à Autodone à Lyon en octobre 2021 ou pas encore, ou pas du tout? Non, j'y vais pas. C'est trop compliqué en fait, avec le Covid, c'est trop compliqué. Tu vois, je voulais aller à Troll et Légendes, qui avait aussi potentiellement lieu en octobre cette année. Mais ils ont annulé pour raison de c'est trop compliqué. Donc j'y vais pas. Moi, les conventions physiques, j'y retourne en 2022. D'accord, Et ça, c'est sûr. pour 2022, quoi. Les Japan Expo, les salons fantastiques. Mais du coup, il sera sorti ton jeu pour les prochaines Potentiellement, grosses oui. conventions. Potentiellement, oui. Tu rajoutes un potentiellement pour essayer de te dédouaner déjà à l'avance du retard potentiel. On sait pas. Tu sais pas. Oui, la fameuse vie. La fameuse vie. Ouais. Mais on va te souhaiter. Il Merde, y a des est-ce que soirs, c'est. t'as pas envie de bosser. Il y a des soirs, t'as une série à finir de regarder. Je Il y touche a des du bois, soirs, tu vois. J'espère que ça va bien se passer. Monsieur Dubois est ravi. C'était nul. Merci en tout cas. Du coup, j'ai deux questions du public. Voilà, le public. Ouais, il est pas très nombreux, mais c'est un public de qualité. La première Oui, question, c'était quelle est la question la plus étrange qu'on t'ait posée? La plus étrange. Les plus étranges que j'ai, c'est un peu toujours la même. C'est le principe des joueurs qui veulent adapter leur manga préféré dans Anime was a Mistake. Et donc la question la plus étrange qu'on m'ait posée, c'est est-ce que je peux avoir un pouvoir qui me permet de connaître le scénario? Tu veux pas faire MJ à ma place? Voilà. Donc je veux bien des pouvoirs de préscience pour voir l'avenir, tout ça, bien, mais dit comme ça, pour connaître le scénario, ça m'a paru un petit peu abusé. C'est un petit peu étrange. Après, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, les mangas comme Sword Art Online, tu sais, où le personnage, il est dans un jeu vidéo, il est dans un machin. Si on va très très loin, hein, c'est une vie d'esprit, faut être un petit peu fou. Mais si on part de son principe que son personnage sait qu'il est dans une partie de jeu de rôle, tout d'un coup, le gimmick, connaître le scénario, ça pourrait avoir du sens, mais... Oui, ouais, mais je rappelle que même si tu fais jouer dans Anime was a Mistake un isekai de jeu de rôle, ton personnage sera au courant qu'il est dans une partie de jeu de rôle, il pourra connaître le scénario prévu
par l'univers, le C'est ça. contexte du jeu, mais le MJ, lui, il a prévu un vrai scénario Oui, dans le scénario de l'isekai que tu vas jouer. c'est ça. C'est exactement ça. Inception Sekai, tu vois. C'est ça, merci Isekai, je trouvais plus le terme. Et c'est attention, Sword Art Online n'est pas un isekai, mais c'est compliqué là. Tu arrives dans des niveaux de lecture qui sont très des strates de la japanimation extrêmement pointues là. Ouais, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour ça. Tu me le raconteras sur Discord. Non mais voilà, il y a une difficulté, c'est de reconnaître le moment où ton pouvoir il est purement fictionnel. C'est-à-dire, c'est un pouvoir dans la série que tu aimes, mais il permet de décrire la narration comme One Punch Man. Et les vrais problèmes du scénario ne sont pas liés au pouvoir, sont liés aux problématiques du personnage. Et donc il faut développer ailleurs le personnage pour que ça soit intéressant derrière. Et du coup, connaître le scénario, moi je trouve ça un petit peu abusé. Connaître l'avenir, je veux bien donner un pouvoir qui permette de connaître l'avenir. Il n'y a pas de problème. Mais connaître le scénario, non. Le MJ a C'est quand pas même le droit de plutôt se parce dire, que tu prépares pas de scénario et que du coup il n'y a rien à connaître. Tu m'as eu. Ouais, non, avec moi, il n'y a rien à connaître. Avec moi, il n'y a rien à connaître. Hein. C'est les joueurs qui font des conneries et l'univers rebondit sur leurs conneries. Ah, on avait quand même une intrigue avec une vilaine sorcière et tout. Ah, mais c'est parce que vous avez fait des conneries. C'est pour ça qu'il y a une vilaine sorcière. C'est pour ça qu'elle a un bouquin, etc., etc., etc. Ouais, j'étais sûr qu'on était pour rien. La deuxième question et dernière question, du coup, c'est une personne qui a arrêté de lire des mangas il y a 10 ans. Ouais. Et qui demande, qu'est-ce que tu lui conseilles, voilà, 10 ans plus tard, ça fait depuis 10 ans que la personne n'a lu aucun manga. Qu'est-ce que tu lui conseilles de lire maintenant, 10 ans plus tard, pour reprendre ce média, pour découvrir, pour lire du manga? Ok, donc la personne a 10 ans de plus par rapport au moment où elle a arrêté. Donc j'en déduis que la personne était jeune, on va dire, donc elle lisait des trucs plutôt pour jeunes. Pour reprendre le manga aujourd'hui, dans les trucs modernes qui sortent, donc il y en a plein. Il y a Full Metal Chevalion que je conseille, qui est une série sur un héros de Sentai qui veut pas sortir de son personnage de Sentai. Bon, c'est un vrai Sentai, hein. Donc de super-héros avec des casques de moto, tout ça. Il veut pas sortir de son rôle alors que les autres se sont fait une vie à côté. Donc ils ont battu les méchants, ça y est, ils ont sauvé la Terre, mais lui il veut toujours être le Ranger rouge. Mais il est au chômage et tout. Voilà. Ça a l'air excellent. Toujours être le Ranger rouge. Donc voilà. C'est liste en animé ou c'est juste un manga papier? Un manga, c'est juste un manga papier. Il n'y a pas d'animé 5 volumes grand max. Ok. Il y a ça. Moi j'aime beaucoup Made in Abyss, mais je trouve que c'est entre perte de vitesse. Mais au moins regardez le premier arc, éventuellement le deuxième arc, que c'est des personnages tout mignons qui vont vivre des atrocités, et juste pour le côté dungeon crawling, donc vraiment le côté on va descendre le plus profond dans les abysses, c'est très bien fait, c'est joli, la musique est splendide, etc. La BD est très bien aussi, mais voilà, il y a des petits dérapages. On parlait des dérapages de l'industrie au début, ça dérape un peu, donc je conseillerais ça. Dans les trucs modernes. Après, évidemment, il y a des classiques indémodables qu'on peut conseiller tout le temps. Ça, je peux les citer. Mais dans les deux trucs modernes que je lirais moi. Après, il y a Audio. C'est un peu vieux peut-être maintenant, mais c'est Pluto. Pluto, c'est le reboot. Le remake par l'auteur de 20th Century Boy de Astro Boy de Tezuka. Oh. Donc, il a pris l'arc, le robot le plus fort du monde, et il en a fait un thriller. Une enquête. C'est censé être mignon, Astro Boy. Ouais, dans mes souvenirs, c'était plutôt mignon. Astro Boy, c'était le dessin animé de propagande pour dire aux Japonais le nucléaire c'est bien, alors qu'ils s'en sont pris deux bombes sur la gueule il y a même pas 10 ans, juste avant. Non mais véridique, hein. C'est vrai. J'adore Astro Boy. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Pour moi, Astro Boy, c'était le mignon petit robot qui aidait tout le monde et qui était gentil et qui se débarrassait des méchants. Ah oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais dans Astro Boy, c'est le nucléaire propre, maîtrisé, qui apporte le bonheur partout où il est. C'est beau. Acheter des centrales. Déjà pas des non mais c'est ça, faut pas oublier. Hein. Le manga, c'est ça, vendre des trucs. Non, ouais, je conseillerais des trucs comme ça, des trucs un peu sortir du mainstream, vraiment. Sortir du mainstream, pas trop loucher parce que les éditeurs ont tendance à pas mal éditer des trucs m'as-tu vu, un peu fan service, facile à vendre. Genre
la série là où tu as des mecs qui vont tester tous les bordels, tous les bordels de races variées de la région. Bon, il y a écrit pour public averti sur la jaquette quand même, mais bon, hein, je me doute que tous les ados l'ont vu. Donc ouais, il y a des trucs qui sont super bizarres, avec des filles monstres, etc. Donc ça j'éviterais, parce que c'est vraiment pour ados. C'est vraiment, ça vise un public adolescent, etc. Après, si on aime, hein, il n'y a pas de problème, aucun problème. Mais voilà, si on veut trouver des mangas de qualité, il y en a, ça existe, mais il faut les chercher et il faut pas taper dans les blockbusters, parce que très souvent les blockbusters visent un public précis et il faut le savoir. Et en faisant ça, on arrive à trier un petit peu. Mais on peut aimer les shonen, il n'y a aucun problème, c'est génial le shonen. Il y a des trucs géniaux. Voilà. Eh ben merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Une dernière question. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose mais que je t'ai pas posée parce que je sais pas, parce que j'ai pas pensé. Moi je m'attendais à ça sort quand, mais non, celle-là on doit te la poser tout le temps et puis tu as plus ou moins répondu. Septembre 2021. À la question classique quand tu crées un jeu de rôle, c'est par quoi tu commences quand tu crées un jeu de rôle. Est-ce que tu commences par l'univers? Est-ce que tu commences par les règles? Est-ce que tu commences par un scénario? Est-ce que tu commences par... voilà. Moi, c'était cette question-là que je m'attendais. Comme ça, j'aurais pu dérouler tout un sujet sur la dynamique de... Animé aux Mystèques est un jeu de rôle duquel je n'ai rien caché. J'ai montré toutes les étapes de création depuis le début de sa création. À part les sous, mais à part ça, j'ai tout montré. Les refs, le post-it originel. Tu vois, j'ai une photo avec le post-it originel des règles. Je vais vous le montrer. Je l'appelle le post-it originel parce qu'en fait, il est là. C'est le post-it sur par quoi tout a commencé. Donc toi, tu as commencé par les règles. Moi, j'ai commencé par les règles. Tu me diras, ça semble relativement logique dans le sens où ton jeu, c'est surtout des règles pour émuler plein d'univers différents. Et comme je le disais au début, on avait donc sur le post-it originel, comme on peut le voir, je l'ai pas écrit chez moi, mais ça se voit pas. Je l'ai écrit sur un post-it. Enfin, c'est plus gros qu'un post-it, mais ça c'est quoi, 3 post-it ça fait ça, 2 post-it. J'avais écrit des règles comme ça, c'était pour Made in Abyss, donc on avait déjà les caracs qui étaient là, donc il y avait le combat, fouille, survie, empathie, donc les 4 caracs de base. On avait l'idée que les caracs sont définis par un niveau de dé, donc ça part de D4, ça va jusqu'à D12. Voilà, on avait un système de malédiction, blessure, fatigue. Voilà. Je ne saurais pas trop relire ce que j'ai écrit parce que c'était il y a longtemps. L'impression qu'il n'y avait pas encore les gimmicks. Il n'y avait pas encore les gimmicks, non. Mais en fait, ils y étaient. Ils y étaient parce que... si je te les trouve... Voilà. Là, les gimmicks, ils étaient là. En gros... que je te décris ça. Donc là, tu as le point de fatigue. Fatigue qui te donne -1. Donc -1 niveau de dé. Qui sera retiré si le personnage se repose. La blessure qui te met -1 si le perso se soigne. Et la malédiction, M, -1 si le perso, ça ne sera jamais retiré. Et donc potentiellement, ça te donnait un dé. Alors je sais pas si c'est visible. C'est pas visible là. Mais je sais plus ce que ça donnait. Je crois que ça donnait +1 niveau de dé pour le lancer à l'époque. Et ça a changé depuis. Mais voilà. Les règles étaient là, puisqu'après les gimmicks ont évolué, mais les règles de base étaient là. On avait les niveaux de score, on avait les atouts qui étaient là. Voilà, mais c'était là, tiens, regarde les gimmicks. Les abysses, la malédiction, c'est +1 D8, mais maudit. L'effort, c'est +1 D4, mais un point de fatigue. Entre parenthèses, à voir, etc., etc. Là, il y avait déjà un petit tableau avec les échelles de difficulté. Voilà, c'est vraiment un post-it que j'ai écrit sur ma pause déjeuner. Alors, évidemment, j'y ai réfléchi. J'y avais réfléchi quelques jours avant, ça m'était venu comme ça, puis il fallait qu'à un moment je l'écrive, tu vois, que je le pose. Et à partir de là, j'en suis à mon bouquin de 200 pages aujourd'hui. Voilà. C'est beau. Le post-it original. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Eric. Je te souhaite plein de réussite pour ce jeu. J'ai hâte qu'effectivement il sorte, même si c'est pas avant l'année prochaine, j'imagine. Financement en septembre, et puis après, j'imagine 6 mois, 1 an de production, le temps de... Je vise 6 mois maximum. C'est mon objectif.
Maintenant, si je me foire, je me foire. Mais mon objectif, c'est 6 Ouais, mois pour max. ça je dis 6 mois, 1 an, parce que 6 mois, c'est, on va Voilà. dire que c'est la durée qu'il te faudrait pour le faire Mm. complètement. Puis le 1 an, c'est voilà, si t'as des petits soucis, s'il y a des retards d'illustration, tout Pour ce qui te pourrait dire, le bouquin rater. est entièrement écrit actuellement. Le bouquin est entièrement écrit. Il y a un peu de trucs à modifier dans le scénar, mais toute la matière est posée. Il y a juste à relire, modifier un peu le scénar, et tout est posé. Il y a les emplacements pour les illus, etc. Donc il manque 40 illustrations, que là, je finance petit à petit, et qui iront beaucoup plus vite, parce que j'ai un illustrateur qui te produit 3 illus par jour, c'est un truc de malade. Voilà, tu lui donnes les sous, tu mets la pièce dans le Dans la jackpot, machine, et t'as et une illus. paf! Bing, 2 heures plus tard, t'as une illus. Stop. Tu vas trop vite, mec. Voilà, donc il y a des comme ça, puis il y en a, ils mettent 2 semaines, il y en a qui mettent 1 mois, il y en a qui mettent 3 mois à sortir une illus. Voilà, chacun a son rythme, et je comprends qu'ils soient chargés aussi de leur côté. C'est pour ça que ça prendra du temps, mais comme ils sont 5 à bosser dessus, je pense que ça devrait aller plus vite. Eh ben Voilà. parfait. Merci beaucoup. Merci. Salut. Ciao.